Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Rendez-vous hebdomadaire durant lequel j'ai le plaisir d'accueillir un invité, comme cela arrive de temps en temps, en la personne de M. Jean-Marie Vianney Nagijimana. Bonjour, M. Jean-Marie Vianney. Bonjour, Abbé Josué. J'aime bien insister sur ce prénom qui nous est cher, parce que nous avons tous beaucoup de respect pour le curé d'Ars, n'est-ce pas? Et spécialement ici. Alors, je disais que j'étais ravi de vous accueillir. Vous êtes de passage dans notre île et nous nous connaissons depuis un certain nombre d'années. Monsieur Jean-Marie Vianney Nagijimana est un ancien diplomate de la République du Rwanda et après avoir occupé des fonctions d'ambassadeur dans différentes capitales, son dernier poste a été celui ô combien délicat d'ambassadeur du Rwanda à Paris dans les années cruciales pour le Rwanda, cruciales dans le sens tragique du terme, puisque c'était les années de la guerre qui a ravagé le pays de 90 à 94 et qui a culminé avec ce qu'il a été convenu d'appeler le génocide rwandais. Et c'est là que vous avez démissionné. Depuis, vous animez une chaîne YouTube qui a un certain succès, je dois le dire, parmi les amis à travers le monde de la région des Grands Lacs. Et cette chaîne YouTube s'appelle La Voix des Grands Lacs, que je recommande à nos auditeurs intéressés par le Rwanda, le Burundi, la République démocratique du Congo et toute l'Afrique centrale et orientale d'une manière générale. Est-ce que j'ai bien résumé votre parcours? Tout y est, hein, tout y est, sauf que vous auriez pu dire aussi que j'ai 74 ans, que j'ai vu beaucoup de choses avant 90, hein, la guerre de 90 à 94 dans mon pays, que je suis aussi père de 3 garçons, que j'ai donc une famille, j'ai aussi des responsabilités familiales. J'ai aujourd'hui quelques membres de ma famille encore présents au Rwanda, des cousins, des cousines, de toutes ethnies, puisque quand on parle du Rwanda, on voit les ethnies Hutu et Tutsi. Cette particularité aussi, j'aime toujours en parler, hein, parce que mon père était Hutu et ma mère était Tutsi. Et donc, je suis de ce qu'on appelle les Hutsis. D'ailleurs, je viens de sortir un livre intitulé Hutitude, au nom du père et de la mère. Et j'y tiens beaucoup parce que c'est une particularité qui ne soustrait à rien de rien. Au contraire, je suis un additionné. Et donc, je prétends être une sorte de point entre, plutôt je ne suis pas un point-virgule, je suis un point de rencontre. Un trait d'union. Un trait d'union, un point de convergence entre les Hutus et les Tutsis. J'y tiens beaucoup dans toutes les actions. Je dois dire, en tant que quelqu'un qui a aussi vécu au Rwanda et au Burundi, vous n'êtes pas une exception, parce que nombreux sont les Rwandais. Moi, je m'oppose toujours à ce clivage immédiat. Quand on rencontre un Rwandais ou un Burundais, cette habitude qu'ont certains Européens de tout de suite lui demander s'il est Hutu ou Tutsi. Dans mon expérience personnelle, je me suis rendu compte que beaucoup, si ce n'est la majorité, des Burundais et des Rwandais sont à la fois Hutu et Tutsi. Tout à fait, tout à fait. Il y a au moins certains spécialistes disent qu'il y aurait au moins 40% de Rwandais mélangés, comme on les appelle, additionnés, alors que les 60% autres seraient répartis entre les Hutus dits purs et les Tutsis dits purs. C'est malheureusement la réalité de notre pays et c'est pour cela que quand le moment vient de passer aux tragédies, chacun prend sa machette ou son fusil pour aller massacrer les voisins de l'autre ethnie. Mais il y a beaucoup de conditionnements
familial, villageois, culturel, qui fait qu'on se sent Hutu ou Tutsi. Si on vous répète depuis que vous êtes un bébé que vous êtes un Tutsi et que vous devez être fier d'être Tutsi, et inversement pour les Hutus, il est certain qu'à l'âge adulte, la personne en question aura la conscience d'être un Tutsi, même s'il est à 75% Hutu. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Vous êtes en fait sociologiquement, vous êtes conditionné. Je veux dire d'abord, sur le plan de l'appartenance ethnique, vous êtes de l'ethnie de votre père. Voilà. Automatiquement. Ça, c'est la sociologie. Et votre cœur n'en est pas à ce stade. Hein. Le père, plutôt le cœur. Le cœur, c'est les deux. Parce que vous avez une mère que vous aimez, vous avez sa famille que vous aimez, vous avez aussi le père et sa famille. Quelque part, hein, on est soumis à cette règle sociologique d'un côté et aussi sentimentale. Alors, en votre capacité de diplomate, vous avez naturellement approché de grands acteurs de la tragédie rwandaise. Vous avez bien connu, bien sûr, le président que vous représentiez à Paris, à savoir le président Habyarimana, qui a beaucoup souffert de diabolisation après sa mort. On en a fait certains experts autoproclamés du Rwanda et de la région des Grands Lacs n'ont pas hésité à le qualifier d'Hitler tropical ou d'Hitler africain. Je sais que ça ne correspond pas à la réalité. Vous voulez réagir en deux mots au sujet du président Habyarimana, peut-être? Oui, tant que je l'ai connu quand même, c'est suffisamment. Le président Habyarimana était un homme effectivement assez, pas secret comme tel, mais il ne parlait pas beaucoup. Il ne parlait pas beaucoup, il s'adressait aux Rwandais à l'occasion des grandes festivités, quand il y avait la fête nationale, quand il y avait l'anniversaire de l'indépendance, ou quand il y avait autre chose. Mais ce n'était pas un volubile, ce n'est pas quelqu'un qui allait faire des meetings pour insulter les gens ou pour dénoncer les gens, non. Ce n'était pas lui ça. En revanche, la diabolisation a commencé avant 1994 par les partis d'opposition de toutes ethnies, d'ailleurs parce que les partis se répartissaient entre les Hutus selon par exemple le parti MDR, il était véritablement un parti Hutu. Le parti libéral était dit un parti majoritairement Tutsi, etc. Donc tous ceux de l'opposition, j'allais dire sans exception, ont diabolisé quelque part le président Habyarimana, parfois en racontant des choses incroyables. On ne va pas y revenir aujourd'hui, ce n'est pas le lieu, mais il a donc été diabolisé dès avant, depuis que le FPR a attaqué le pays. J'ai coutume de dire qu'en fait, si l'on parle du génocide, parce que quand on parle du génocide, on fait allusion aux 100 jours qui ont suivi l'attentat qui a coûté la vie au président dont nous parlons, j'ai coutume de dire qu'en fait, le président Habyarimana a été la première victime du génocide, puisqu'il est mort lors de cet attentat, et que cet attentat a été l'élément déclencheur qui a provoqué l'apocalypse au Rwanda. Et que vous et moi, je suppose, nous sommes d'accord pour penser que le principal suspect dans cet attentat n'est autre que Paul Kagame, la personne qui occupe actuellement la fonction de président de la République du Rwanda. Ça m'amène à vous poser une question sur cette personnalité que j'ai aperçue à plusieurs reprises. Et la première fois que je l'avais rencontré, j'avais eu un sentiment d'avoir un être malfaisant. Il y avait une sorte de maléfisme qui émanait de ce personnage les quelques minutes durant lesquelles j'étais à proximité de lui. Vous l'avez approché davantage que moi, je pense. Que pouvez-vous nous dire de sa personnalité et de son parcours? Alors, merci Hervé Chesville. Avant d'arriver à ce point, je voudrais préciser qu'en ce qui me concerne, le génocide dont vous parlez a commencé bien avant l'assassinat du président Habyarimana, parce que la guerre a commencé le 1er octobre 1990, lorsque l'armée de Paul Kagame, qui n'était encore qu'un major de l'armée rwandaise chargé des renseignements militaires, a attaqué le Rwanda. Ils ont occupé progressivement des pans de territoire dans le nord du pays, dans la préfecture de Byumba notamment, et dans Rwengeri ensuite.
Et pendant toute cette période, de 90 à 94, son armée a massacré les populations hutus, mais alors de manière systématique et collective, de manière organisée. Ça, c'est dans des rapports d'organisations internationales, c'est dans des rapports d'officiers même de son armée, du FPR, qui nous racontent comment leur armée massacrait les Hutus. Qu'on les rassemblait dans des stades, qu'on les rassemblait un peu partout. Sous des prétextes fallacieux de distribution alimentaire ou autre, et qu'on en profitait pour les massacrer. Vous avez faim à cause de la guerre, on va vous distribuer les vivres. Et les pauvres, ils accouraient, ils étaient massacrés. Donc on peut dire que pendant cette période, il y a eu quelques centaines de morts dans Ruingeli et Byumba. Et même, ce n'est même pas une question de nombre, c'est la systématisation de ces assassinats, de ces massacres. Donc le président Habyarimana n'a pas été la première victime du génocide. Il a été sans doute l'élément déclencheur. Sa mort a été l'élément déclencheur du début du génocide des Tutsis. Si ce n'est que les massacres auxquels vous faites allusion, c'est-à-dire antérieurs à la mort du président Habyarimana, n'étaient pas couverts par les caméras internationales. Il n'y avait pas de journalistes dans les zones du FPR ou dans les zones conquises par le FPR, tandis que les journalistes campaient dans les grands hôtels de Kigali et qu'ils étaient donc prompts à dénoncer ou à couvrir les crimes qui étaient imputés au régime du président Habyarimana. Alors, les seuls témoins qui auraient pu en parler, mais qui sans doute étaient interdits de le faire, c'était les agents de Médecins sans frontières ou Médecins du monde, à l'époque de Kouchner. Eux, ils étaient dans la région occupée par le FPR, c'est eux qui servaient qui construisaient les camps où étaient notamment soignés les militaires du FPR. C'est eux qui s'occupaient du FPR. Et ils ont vu. Certains en ont parlé plus tard. Mais pendant cette période, vous l'avez dit, eh bien, les journalistes n'avaient pas accès à cette zone. Donc personne ne pouvait en parler. Revenons maintenant peut-être à la personnalité de cet homme qui est au pouvoir de fait depuis 1994, c'est-à-dire 31 ans. Déjuré depuis moins longtemps, puisqu'il n'est devenu président qu'en 2002, 2001, 2002, par là. Mais en fait, c'était des mois, quand j'étais au Rwanda, c'était déjà lui l'homme fort. Il était à la fois président du FPR, ou leader du FPR du moins, ministre de la Défense et vice-président. Et celui qui occupait le poste de président l'occupait à titre, je dirais, purement honorifique ou symbolique. Alors, quid de cette personnalité étrange, atypique parmi ces chefs d'État africains? Alors, moi, le Kagame que j'ai vu, là je parle de début août 1994, parce que je suis arrivé à Kigali en juillet, le 28 juillet 1994. Ensuite, j'ai vu Kagame quelques temps après. D'ailleurs, au village Rugiro, parce que c'est là qu'on tenait les réunions. Et c'était un Kagame timide, apparemment timide, qui n'était pas à l'aise avec les gens, qui ne vous regardait jamais en face. Il ne nous regardait pas en face. Et même pendant les réunions du conseil, Kagame ne parlait pas, il écoutait. Son Kinyarwanda était un Kinyarwanda de l'extérieur, comme on disait. Je précise pour nos auditeurs que le Kinyarwanda, c'est la langue du Rwanda. Nationale du Rwanda. Et comme Kagame a longtemps vécu en Ouganda, il avait un accent très ougandais. Alors, là, le français, il ne connaissait pas. Pas du tout. Et il avait demandé qu'on ne parle pas le français de toute façon, qu'on n'utilise même pas les mots de français. Il avait demandé ça poliment, gentiment, mais on respectait cela. Et donc, le Kagame de l'époque, on savait qu'il était en train, qu'il avait continué le massacre des paysans à gauche à droite dans le pays, que pendant le génocide des Tutsis, l'armée de Kagame continuait, elle, à massacrer les Hutus et même des Tutsis qui étaient trouvés avec les Hutus ensemble. Et Kagame, ce n'était pas celui que nous connaissions en réalité, ce n'était pas celui que nous voyons. Il jouait double jeu, il cachait son jeu,
Et lorsque nous parlions de temps en temps de massacres en cours contre les populations Hutus, il disait « Oh, je ne savais pas. Ou alors, ce sont mes officiers qui le font, mais je n'arrive pas à... » Notamment, il parlait d'un général, le général Kayumba Nyamwasa, qui était le chef des renseignements militaires à ce moment-là, des DMI. Il disait non, c'est les gens de Kayumba qui sont en train de massacrer. Donc lui, quand même, n'avait rien à voir avec ces massacres. C'est ce qui nous faisait croire, mais on savait que c'était un mensonge. Puisqu'on avait en même temps des témoignages aussi de gens du FPR qui venaient le soir, notamment le président du FPR d'ailleurs, qui était un Hutu. Chaque fois que je le rencontrais avant les réunions du conseil, il me disait, tu sais, les militaires sont en train de massacrer les Hutus. Je lui disais, mais monsieur le président du FPR, il était, pourquoi vous, en tant que président de ce parti et de cette armée, pourquoi vous n'intervenez pas pour les empêcher de poursuivre les massacres? Il disait, tu sais, moi, je suis un président de façade, hein, en fait, je ne peux rien faire. Et puis l'ancien agent, plutôt l'ancien directeur du service de renseignement rwandais, M. Lizinde, qui avait rejoint le FPR aussi, et lui aussi disait la même chose. Ils sont en train de massacrer, mais nous, on ne peut rien. Donc même pendant le génocide des Tutsis, le FPR a poursuivi le massacre. Et après, évidemment, sous prétexte de vengeance contre qui, alors que voilà, le génocide était censé se terminer, comment ils avaient pu identifier les auteurs de ces génocides. On ne peut pas se venger contre le peuple, contre la population. Et c'est ce qui se passait. Donc, Kagame, c'était celui-là. Vous avez utilisé le terme maléfique. Kagame, il est maléfique. Ça, c'est clair et net. Moi, je ne l'ai pas connu de visu. Lorsqu'il est venu en France rencontrer les autorités françaises, parler des négociations en cours et demander de l'aide de la France, donc avant 1994, il est venu à Paris. Il est venu. À l'époque, vous étiez ambassadeur. Voilà, j'étais ambassadeur à Paris. Il avait une arme. Il est allé au Quai d'Orsay à rencontrer la direction Afrique. Et il était armé. Il ne l'avait pas signalé. C'est comme ça qu'après cette rencontre, en sortant, il est retourné à l'hôtel. Et à l'hôtel, quelques minutes plus tard, il a été rejoint par les agents français qui disaient « Monsieur, major, il n'était pas encore général, je pense. Pourquoi vous promenez en ville, à Paris, partout, au ministère, avec une arme en poche ?» Et donc, il a passé quelques temps en garde à vue. En garde à vue, ou en tout cas, protégé par la police française avant d'être libéré et de repartir. Bien, le temps qui nous est imparti m'oblige à aller assez vite. 2 ans après la victoire de ce Paul Kagame, la guerre s'est étendue à ce qu'on appelait à l'époque le Zaïre, la République démocratique du Congo, et elle n'a pas cessé depuis. L'armée rwandaise n'a fait que occuper, intervenir, susciter de fausses rébellions, et cette année, ça a été la répétition du scénario habituel qui a culminé avec la prise de 2 grandes villes que je connais bien, où j'ai vécu, Goma et Bukavu, plus des zones immenses de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors je vais vous poser la question de but en blanc, jusqu'où ira Paul Kagame en République démocratique du Congo? Paul Kagame, s'il était laissé comme ça, si on le laissait poursuivre sa guerre, il irait jusqu'à Kinshasa, hein, après avoir bien sûr massacré comme d'habitude, comme il l'a fait en 1996, des milliers de gens ou des centaines de milliers. Si on le laissait faire, il irait jusqu'à Kinshasa. Ça, c'est sûr. Parce qu'il veut occuper la RDC, le Congo. Mais le président congolais actuel, Tshisekedi, apparemment ne veut pas le laisser faire. Parce qu'avant, avec Joseph Kabila, l'ancien président, qui a remplacé son père en 2001, eh bien, et qui a été à la tête de ce pays pendant 18 ans, Kagame pouvait tout faire. Mais aujourd'hui, je pense que le peuple congolais est debout. Les patriotes rwandais d'ailleurs, qui soutiennent la cause du Congo, sont debout aussi. On va tout faire pour... Y a-t-il un retournement diplomatique depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump à Washington? Un grand retournement diplomatique, parce que déjà d'ici quelques temps, si tout se passe normalement,
le Rwanda, le Congo et les États-Unis devraient signer un accord de paix pour que l'armée rwandaise se retire du territoire congolais. Le problème, c'est qu'on apprend chaque jour que Kagame ne veut pas entendre parler de ça. Et il a toujours fait preuve de duplicité. C'est exactement ce qu'on attend. La signature devrait intervenir le 15 juin. Mais Kagame, il fait des allers-retours en termes de position. Il va, il vient, il dit j'irai, puis le lendemain il dit oui, mais sous condition, il veut d'abord qu'on le prie et qu'on le supplie. Bien. Alors qu'il a des intérêts, la paix, c'est pour tout le monde. Mais bien sûr. Pour terminer cette émission, Monsieur Jean-Marie Vianney Ndagijimana, j'aimerais vous poser une question sur l'après Kagame, parce que ça fait 31 ans qu'il est au pouvoir. Il a presque 70 ans. Il n'est pas en bonne santé. Donc il faut envisager l'après Kagame. Que va-t-il se passer lorsque l'inéluctable se produira et que Kagame disparaîtra de la scène? Est-ce qu'on peut imaginer le pire, c'est-à-dire un nouveau génocide, ou une transition pacifique? On peut imaginer tout ce qu'on veut, mais moi je suis optimiste. Parce que je me dis que les différents conflits qu'il y a eu dans le passé, c'était quand même sur base ethnique. Or, aujourd'hui, les Hutus, c'est vrai qu'ils ont beaucoup souffert. C'est vrai que les Tutsis ont souffert. Souffert. Et j'imagine que les deux pourraient se dire, et si on faisait la paix? Après, c'est Kagame qui nous a induit en erreur, qui a sacrifié les Tutsis pour ce génocide-là, c'est Kagame qui a massacré les Hutus. Et si on faisait la paix? Moi, c'est ça, sans être devin, sans être prophète, je souhaite quand même qu'il y ait la paix dans ce sens-là et qu'il y ait des patriotes rwandais, pacifistes, pour faire la paix sur un système consensuel où le partage serait partagé entre les Hutus et les Tutsis de manière tout à fait sincère, et puis qu'on avance comme les autres peuples d'Afrique. Il faudrait surtout oublier un peu cette étiquette Hutu-Tutsi, comme vous l'avez dit vous-même. Ça, c'est impossible. Mais ça, enfin, je veux dire que ce ne soit pas la chose qu'on met sur le tapis. Une arme voilà. de destruction contre l'autre. Parce que c'est une arme de destruction massive. Voilà. C'est un sujet qu'on oublie, qu'on est Tutsi ou Hutu. Non, ce n'est pas possible. C'est quelque chose de bien. Je rappelle pour nos auditeurs qui ne sont jamais allés au Rwanda ou au Burundi que les Hutus et les Tutsis vivent au même endroit, dans le même pays, et qu'ils parlent la même langue, et qu'ils sont tous chrétiens dans leur majorité. C'est comme si on demandait aux Corses et aux Français d'oublier qu'ils sont Français ou Corses. Les Rwandais ne peuvent pas oublier leur ethnie. Ce n'est pas possible. Tout comme en Afrique, les Congolais ne peuvent pas oublier. Mais dans d'autres pays, les différentes ethnies parlent des langues différentes. Parfois, ont des religions différentes. Même au Rwanda, ce n'est pas une question de langue, mais il y a aussi des spécificités. Bien sûr. On ne peut pas y revenir pendant cette émission, malheureusement, qui n'est pas... On n'a pas assez de temps. Quand vous reviendrez en Corse, et j'espère que vous reviendrez, on fera une nouvelle émission. Mais là, je crois que le temps qui nous est imparti arrive à son terme. Je serais ravi de passer encore à votre radio pour parler de la Corse aussi, pourquoi pas. Pourquoi pas, voilà. Pourquoi pas. Rappelez-nous le titre de votre livre et comment on peut se le procurer. Mon livre, pour l'instant, il est en e-book, comme ils disent. C'est un livre électronique. Son titre, c'est Hutitude, la Hutitude. Hutu, c'est un mélange des deux noms. Un mélange de Hutu et de Tutsi. Tude, c'est comme la négritude. Comment on se sent de manière constructive, mais quand même, une particularité existe. Voilà, et comment on peut se le procurer? On peut se le procurer sur Amazon. Sur Amazon, donc, sans faire de publicité. Sans faire de publicité. Merci beaucoup pour votre présence dans nos studios aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne fin de séjour en Corse. Merci, c'est très agréable d'être en Corse et je remercie Hervé Chesville et aussi bien sûr la technique qui nous a permis de faire cette émission. Merci beaucoup. Et je vous dis à la semaine prochaine et bonne fête de Saint-Antoine. À très bientôt. C'est bien.